Guillaume Bernard, bonjour. Vous êtes historien du droit et politologue et vous avez publié notamment Deux colères fracassées dans l'ignorance. C'est sorti aux éditions de l'Homme Nouveau. Merci beaucoup Guillaume d'avoir accepté cette invitation pour Réinformation TV, pour RITV. Alors j'ai 3 questions à vous poser et vous avez, si vous le voulez bien, 10 minutes pour y répondre. À quelques jours du résultat du deuxième tour des élections législatives dans notre pays, j'aimerais vous entendre avec les quelques jours de recul maintenant que nous avons sur ce qu'il s'est passé dimanche dernier. Quelle analyse en faites-vous ? Bon, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une progression du Rassemblement national dans la mesure où c'est le meilleur score qu'il n'ait jamais obtenu aux élections législatives. Certes, en nombre de voix, Marine Le Pen avait obtenu plus de voix au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2022, mais c'est le meilleur score que le RN obtient dans une élection législative. On peut même préciser que le Rassemblement national atteint des scores élevés partout en France. Il n'y a plus de région ou d'endroit en France où il est véritablement beaucoup plus bas qu'ailleurs, et il arrive en tête dans un très grand nombre de circonscriptions. Guillaume, est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme on a pu l'entendre, qu'il s'est agi d'un tsunami ? Je dirais plutôt que c'est une vague. C'est une vague parce que, en règle générale, un parti politique qui obtient plus de 30% au premier tour d'une élection législative obtient normalement une majorité absolue lors du soir du second tour. Mais là, nous sommes dans une situation évidemment un peu différente dans la mesure où le Rassemblement national, même s'il s'est beaucoup normalisé, attise encore la réticence de certains électeurs, voire la haine de certains autres. Et donc, par conséquent, il y a incontestablement une progression, une nationalisation de ces résultats et surtout une présence des électeurs du Rassemblement national dans l'ensemble des catégories sociales du pays. On sait qu'évidemment, il y a un électorat populaire dans lequel effectivement, il obtient des scores monumentaux. Plus de 55% chez les ouvriers, par exemple. Mais on a là, avec les élections européennes et les législatives, une progression dans l'ensemble des catégories et il n'y a plus véritablement de disparité par rapport à la composition réelle du pays. Donc c'est un électorat qui ressemble à l'ensemble de la population française. Donc de ce point de vue-là, c'est évidemment quelque chose de nouveau et de très important à noter. Alors évidemment, après, il y a le cartel électoral de la gauche qui est arrivé en deuxième position. C'est un résultat qui est évidemment assez impressionnant parce que ils ont réussi à coaguler des forces politiques qui pour autant ne défendent pas exactement les mêmes positions. Mais il faut bien le dire, ça n'est pas nécessairement une très grande progression, et moi je maintiens ce que j'ai écrit depuis plusieurs années, que la gauche n'est pas en progression dans notre pays. Si on regarde évidemment sur le temps long et sur les 50 dernières années, ça n'est effectivement pas le cas. Ce cartel électoral, il n'était pas envisagé par Emmanuel Macron, qui avait sans doute tablé sur le fait que, les forces social-démocrates, le Parti socialiste, se rallieraient plutôt à lui pour faire une grande coalition des modérés, et il avait sans doute sous-estimé la haine et le fait qu'il y avait un rejet de la part de toute une partie et de la classe politique et de l'électorat à son égard. Il est clair que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise sont véritablement à la manœuvre dans la coagulation de ce nouveau Front populaire qui est une NUPES bis, une NUPES bis, et on voit là, je dirais, la grande habileté de Jean-Luc Mélenchon dans la constitution de ces alliances électorales qui, normalement, ne devraient pas tenir. Mais il s'avère que, et c'est là la chose nouvelle qui est arrivée véritablement aujourd'hui, il y a une coagulation du centre macroniste avec cette alliance de gauche. On ne
pouvait pas l'imaginer véritablement. Or là, il y a une volonté de reconstituer le Front républicain, du moins dans les appareils politiques, contre le Rassemblement national. Et puis le troisième point, évidemment, le troisième résultat, c'est que la grande coalition, c'est une expression qu'on utilise en sciences politiques pour parler de la coagulation de la droite modérée et de la gauche modérée, la grande coalition macronienne, qui avait eh bien réussi à gagner la présidentielle de 2017 et de 2022, et puis ensuite les législatives de 2017, et puis naturellement un peu moins bien les législatives de 2022, eh bien cette grande coalition, elle a été très largement rejetée, encore que elle fait quand même 20% au premier tour, ce qui n'est pas totalement ridicule. Donc, mais enfin, ça n'empêche que pour le parti présidentiel, ça n'est pas un score satisfaisant, surtout en arrivant en troisième position. Donc voilà, on a trois camps politiques, la droite nationale, le centre libéral et puis la gauche, dominée intellectuellement et stratégiquement par la gauche radicale de la France insoumise. Ce ne sont pas les mêmes forces, puisque c'est le Rassemblement national qui est la force dominante, mais pour autant, il est clair qu'il y a, je dirais, trois camps qui n'ont pas la même cohésion, mais qui, évidemment, font que la France, pour l'instant, est encore dans une tripartition du spectre politique, mais la logique je dirais, des institutions de la Ve République, le mode de scrutin, conduisent normalement à une bipolarisation. Et donc le plus vraisemblable, c'est qu'on devrait avoir, dans les jours qui viennent, dans les mois et les années qui viennent, un retour à la bipolarisation. La question est de savoir qui réussira à tirer au mieux son épingle du jeu. Est-ce que c'est LFI ou est-ce que c'est le centre libéral pour constituer le pôle central, le pôle dominant de ce qui sera désormais la force opposée à ce Rassemblement national qui s'étend sur le spectre politique et qui occupe désormais quasiment toute la place sur le côté droit du spectre politique français. Ma deuxième question, Guillaume, dans un long article ce soir sur RITV, je mets le lien de l'article ci-dessous, Pauline Mille écrit ceci. Quant au petit peuple, il a voté. Toutes les études sociologiques sur le résultat des législatives le disent. Pour le RN, le vote RN est le premier chez les retraités, sauf chez les plus âgés. Le vote RN est très majoritaire chez les chômeurs. Comment expliquez-vous, si tant est que la réponse soit dans cette phrase extraite de l'article de Pauline Mille, comment expliquer ce résultat ? Je crois que la France est confrontée à trois types d'insécurité. Une insécurité physique et matérielle, une insécurité économique et sociale et une insécurité culturelle et morale. Et que le Rassemblement national apparaît comme étant la force politique qui répond par son diagnostic, peut-être plus que par les mesures qui sont véritablement proposées, répond le mieux à ces angoisses, à ces insécurités qui sont vécues par les Français. Donc, ça ne m'apparaît pas incohérent qu'effectivement, chez ce qu'on appelle les petites gens, eh bien, il y ait cette adhésion, ce vote en faveur du Rassemblement national. Ce qui est, somme toute, quand même un peu, je dirais, inquiétant quant à l'avenir du pays, c'est que les forces politiques semblent apparaître de plus en plus comme des syndicats de défense d'intérêts particuliers. La gauche, et en particulier évidemment dans sa version LFI, eh bien, se fait le parangon, le défenseur d'intérêts catégoriels des minorités. Minorités sexuelles, minorités culturelles, et religieuses, minorités, statuts. Bon, une partie des fonctionnaires. Bien. Le centre libéral se fait le défenseur des intérêts catégoriels des possédants, de ceux qui sont les gagnants, d'une certaine manière, de la mondialisation. Et puis, le Rassemblement national s'est fait le défenseur des petits gens, des oubliés, de tous ceux qui, dans le monde rural ou dans le périurbain, dans ce qu'on appelle désormais, selon l'expression de Christophe Guilluy, la France périphérique, il se fait le défenseur de ces petits gens
président, et il propose d'une certaine manière que eh bien l'État-providence, les mannes de l'État-providence leur soient réservées. Alors tout cela, ça peut avoir une justification, mais pour autant, ce qui est inquiétant, c'est que on n'est plus véritablement dans des partis politiques qui ont une doctrine, une vision du passé, une interprétation du passé et une vision pour l'avenir, mais des partis politiques qui sont des syndicats d'intérêt et qui donc cherchent à proposer un certain nombre de mesures pour capter des segments de l'électorat. Voilà, ça c'est inquiétant parce que ça veut dire que qui que ce soit qui sortira vainqueur des élections législatives, si tant est qu'il y ait un des camps qui réussissent véritablement à avoir une majorité absolue, il y a une France qui est profondément fracturée sociologiquement et géographiquement, entre les villes et les banlieues d'un côté et de l'autre côté la France périphérique, entre ceux qui ont des métiers qui sont protégés parce qu'ils sont payés par l'argent public et puis ceux qui sont exposés au risque économique et social parce qu'ils travaillent dans le privé. Toutes ces fractures-là, évidemment, elles sont extrêmement inquiétantes et celui qui arrivera au pouvoir aura énormément de difficultés à ressouder le pays et assurer la paix sociale. Marine Le Pen était invitée sur France Inter ce soir. Elle a reproché à Emmanuel Macron d'appeler à voter pour les candidats de la France Insoumise qu'elle accuse d'ailleurs d'être proche du fondamentalisme islamique. Et qu'est-ce que vous inspire cette phrase? Écoutez, je crois qu'elle joue son rôle, c'est-à-dire que incontestablement, la France insoumise a vrillé, a changé dans sa stratégie entre 2017 et aujourd'hui. Le moment, la césure étant vraisemblablement les municipales de 2020. La France insoumise est devenue un parti qui joue sur le communautarisme, qui essaye de mobiliser l'électorat d'origine immigrée et qui est évidemment en grande partie touché par la propagande islamiste. Donc, dans ces conditions-là, ça ne m'étonne pas effectivement qu'il y ait cette dénonciation. Ce qui est clair, c'est que on est dans des stratégies politiques qui sont assez claires maintenant, je crois, à identifier. Jean-Luc Mélenchon est persuadé qu'il y aura un affrontement dans les urnes ou dans la rue, il l'a dit, entre la France insoumise et le Rassemblement national. Et le Rassemblement national, lui, a pris la stratégie de la normalisation, pensant que c'est cette édulcoration de son programme, de son discours, qui permettra de capter l'électorat, d'obtenir de plus de suffrages. Moi, je suis plus dubitatif que les cadres du Rassemblement national. J'ai plutôt le sentiment que ce n'est pas à cause de cette normalisation, mais en dépit de cette normalisation et en raison justement de la situation qui s'aggrave dans le pays, que des électeurs qui auparavant étaient rétifs, finalement votent pour le Rassemblement national. Mais en tout cas, il est certain que on a véritablement deux pôles. Pour autant, il n'est pas certain quand même que le jeu d'alliance de désistement qui se met en place, on le voit aujourd'hui, mardi 2 juillet 2024, entre donc la coalition centriste et le nouveau Front populaire, que cela entraîne automatiquement une victoire de ce camp-là face au Rassemblement national. On l'a vu d'ailleurs aux élections législatives de 2022, les électeurs n'ont pas forcément voulu faire de barrage. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont aller voter pour le Rassemblement national, mais ils peuvent s'abstenir, ils peuvent voter blanc. Voilà, je crois que les tripatouillages électoraux, c'est-à-dire retirer un candidat ou justement maintenir un candidat pour essayer de faire battre le Rassemblement national, ça ne fonctionnera pas forcément. Ça va sans doute fonctionner dans un certain nombre de circonscriptions, mais pas dans l'ensemble des autres. Psychologiquement, le cordon sanitaire a sauté dans l'opinion publique. En 2022, le RN était donné à 40 députés, il en a eu plus du double.
Donc, on verra bien ce que ça donnera le 7 juillet, mais la situation est, à mon avis, extrêmement inquiétante, non pas parce que le RN serait susceptible d'arriver au pouvoir. Certains agitent la peur du fascisme, c'est parfaitement grotesque. En revanche, la chambre introuvable, c'est-à-dire une chambre où il n'y aurait aucune majorité véritablement établie et stable, et mettrait le pays dans une position, dans une situation difficile, et ça, c'est véritablement à craindre. Merci beaucoup Guillaume Bernard, on se retrouvera si vous le voulez bien sans doute après le résultat du deuxième tour dimanche prochain. Merci beaucoup en tout cas. Merci.